Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien avec mon accent québécois? Donc, j'espère qu'avec le 2 heures du matin actuel chez moi, donc la fatigue dont nous parlait Jean-Sébastien et mon accent, vous allez quand même bien me suivre ce matin. Donc, il me fait un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour l'invitation au comité organisateur, à toutes les personnes qui ont communiqué avec moi dans le cadre de cet événement. J'ai vraiment la grande joie et surtout le privilège de vous présenter un peu ce que nous faisons donc au Canada et plus particulièrement au Québec en simulation auprès des personnes dans le domaine paramédical. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais je suis une simulationniste convertie. Donc, il est possible que je sois très enthousiaste lorsque je parle de simulation et parfois un peu trop. Donc, voici le plan de ma présentation. Aujourd'hui, je vais vous entretenir essentiellement sur la formation en sciences infirmières au Québec, les facteurs humains. Je vais vous parler des conditions gagnantes sur des simulations réussies, les stages aussi un petit peu là-dessus et la complémentarité des deux modalités dans une perspective de simulation immersive et innovante qu'on fait chez nous au Québec avec quelques exemples qui, j'espère, vont vous inspirer dans vos différents programmes de formation. Alors, la formation au Québec diffère de la vôtre, mais d'abord parlons du Québec. Est-ce qu'il y en a ici dans la salle qui sont déjà allés au Québec? Oui, excellent. Donc, vous avez goûté à la fameuse poutine? Oui, donc excellent. Alors, le Québec est composé évidemment de magnifiques endroits. Je vous invite fortement à y aller un jour. Donc, on est évidemment situé au Canada, qui est un pays majoritairement anglophone, et le Québec est francophone. Donc, on adore nos collègues francophones européens parce que on se rejoint beaucoup sur certains points et dont la langue qui est extrêmement importante. Donc, le Québec est non seulement une province francophone dans un pays anglophone, mais on a surtout un vaste territoire qui le compose avec beaucoup de belles choses, mais surtout plusieurs universités qui sont situées dans des milieux très urbains. Donc, les personnes qui habitent en région rurale vont devoir se déplacer dans les grands centres comme Montréal, etc., pour pouvoir suivre des formations universitaires dans le domaine de la santé. Les différents milieux universitaires sont affiliés souvent à des centres hospitaliers, un peu comme on voit ici le modèle. Donc, on a souvent des centres de simulation, soit dans les milieux hospitaliers, soit dans les universités qui travaillent ensemble en collaboration où il y a des simulations pour les deux types d'apprenants, donc les professionnels de la santé et les étudiants. Qu'est-ce que la formation en sciences infirmières au Québec? En fait, il y a 2 cheminements possibles. Le premier est le cheminement DEC-BAC, donc c'est une formation de niveau collégial post-secondaire où les personnes vont faire 3 ans de formation suivis de 2 ans d'université si elles le souhaitent, mais elles peuvent déjà pratiquer après 3 ans et elles ont un examen d'obtention de droit de pratique qu'elles doivent suivre à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Il y a 50 établissements qui offrent ce type de formation. Et le deuxième cheminement possible, le baccalauréat de la formation initiale, où les personnes vont pouvoir passer directement à l'université dans le programme universitaire en sciences infirmières pendant 2 ans, mais auront fait 3 ans de cheminement collégial préalablement dans un cours de sciences qui est affilié. Donc, ce sont 2 modalités qui mènent à la même possibilité d'être infirmière. Il y a seulement 10 établissements universitaires qui offrent ce cheminement-là au Québec. Donc, il y a plus de formation collégiale qui est offerte auprès des infirmières qu'universitaires, mais tout doucement, il y a 40 à 50% des infirmières qui vont tout de même faire des études universitaires par la suite pour arriver au titre d'infirmière clinicienne. Tous les programmes de formation confondus offrent une quantité de stages spécifiques qui est balisée. Donc, on parle de 1035 heures de stage, dont la grande majorité, vous le voyez à l'écran, c'est en médecine chirurgie, évidemment, qui est le domaine le plus souvent fréquenté à la suite des études dans ce domaine. On doit toutefois faire des stages dans d'autres domaines également, comme vous voyez à l'écran. Et il y a 2 modes de supervision possibles. Donc, le mode de monitorat, qui est une personne enseignante issue de l'établissement de formation qui va dans un milieu de stage avec 6 apprenants. Et elle a donc sous sa responsabilité sur l'unité de 2 à 8 patients par étudiant pour pouvoir superviser dans un contexte de stage. C'est quand même assez anxiogène pour l'avoir vécu plusieurs années. Sinon, il y a également le préceptorat où là, il y a une personne enseignante, une personne infirmière et une personne étudiante qui sont jumelées ensemble et qui travaillent en triade pour former la personne apprenante sur des composantes de stage déterminées. Donc, c'est 2 types de modèles. À l'université, on priorise davantage le préceptorat et au niveau collégial, on a davantage de monitorat, mais tout ça mène à une formation qui est sensiblement la même. Toutefois, nous vivons des défis de placement de stage très importants, comme chez vous d'ailleurs. Donc, la disponibilité limitée de places, du manque de personnel, les personnes ne sont pas suffisamment formées. On a beaucoup d'unités surspécialisées qui refusent des apprenants, un accroissement du nombre de maisons d'enseignement et bien sûr d'étudiants. Rien qu'à la faculté de médecine en sciences infirmières, chez nous, on a 850 étudiants annuellement qui sont dans nos programmes de formation. Donc, c'est tout un
challenge, comme disent les Français, et donc un défi au Québec, de devoir former des personnes infirmières qui sont en cheminement avec la simulation à 850 apprenants. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, parlons du cœur du sujet d'aujourd'hui, qui sont les facteurs humains. Alors, en Amérique du Nord, je me permets de parler au nom de tous mes compatriotes et même les Américains, c'est à l'an 2000 que nous avons commencé à nous intéresser aux facteurs humains à l'aide du rapport de Air is Human. Donc, ce rapport a manifesté qu'il y avait 98 000 personnes par année qui mouraient d'erreurs médicales liées pour la plupart à des facteurs humains. Donc, c'est plus que les accidents de la route. Et on parle de capacité limitée à la mémoire court terme, distraction facile, impact de la fatigue et du stress, comme on parlait plus tôt. On parle de troubles de communication, conscience situationnelle faible, erreurs de calcul. Donc, c'est quand même assez important. Suite à ce rapport, tout le monde a pris conscience de l'importance et certains chercheurs ont découvert le Crisis Resource Management Model et ont commencé à l'appliquer dans des simulations in situ, que vous appelez également ici, ou on-site, où on utilise certaines composantes pour travailler sur des scénarios précis, notamment à l'aide d'événements sentinelles ou graves qui se sont produits dans le cadre des différents milieux. D'autres modèles, tels que le diagramme de Reason, ont été développés pour mieux comprendre sous la forme de couches qui s'additionnent de différents facteurs qui finissent par mener à des erreurs. Donc, on est de plus en plus précis dans notre compréhension des systèmes. Et plus récemment, en 2017, on a même des modèles sur la simulation translationnelle. C'est un modèle qui a été développé par notamment les travaux de Madame Victoria Brasil, qui est une chercheure australienne, où on tente de comprendre les erreurs de processus. Donc, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas dans les unités liées, par exemple, à un chariot de réanimation qui est trop loin pour l'équipe de soins pour pouvoir agir dans un délai raisonnable? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'équipe de soins lorsqu'on communique en boucle? Est-ce qu'il y a des défaillances entre les paramédicaux et les médecins? Donc, on fait des simulations à l'aide de ce modèle-là et on tente peu à peu à développer des simulations de plus en plus réelles dans les contextes de soins pour mieux comprendre le rôle des différents intervenants et ainsi améliorer la qualité de soins à différents niveaux. Quelles sont les conditions gagnantes de la simulation chez nous? En fait, d'abord, comme vous, on utilise une typologie qui est sensiblement la même pour bien se comprendre et partir sur les mêmes bases. On s'est inspiré d'Aligné, qui est un chercheur que vous connaissez sans doute bien, et tout doucement, on se tourne vers Chignara, qui est un chercheur à l'Université Laval, que vous connaissez peut-être également, qui a développé une nouvelle typologie que nous utilisons beaucoup. Donc, la simulation informatique que nous utilisons sous la forme de informatique plutôt que numérique, je crois que vous utilisez ici. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en développement, qui est en croissance, notamment avec l'influence de l'intelligence artificielle dont on va parler dans quelques instants. Donc, ces éléments-là font partie de notre quotidien et on parle également de cadres de référence sur lesquels on table pour faire nos simulations. Vous connaissez peut-être Pamela Jeffries, une infirmière américaine qui est fortement connue. En 2012, elle a développé le cadre que nous utilisons pour développer, mettre en place et évaluer les simulations que nous réalisons auprès des paramédicaux. Donc, c'est un cadre qu'on utilise fréquemment qui est extrêmement intéressant et utile. Autre élément que nous utilisons, ce sont les bonnes pratiques provenant des sociétés savantes nord-américaines que vous avez à l'écran, dont l'INACCEL, qui est une société que nous utilisons beaucoup, nous, en sciences infirmières, sur lesquelles on base nos bonnes pratiques, qui sont sensiblement les mêmes que celles du HAS, un guide que vous avez sans doute consulté très récemment, paru en 2024. Donc, ça c'est sensiblement les mêmes types de pratiques et pour nous, ce sont des conditions gagnantes. Finalement, il existe des outils que nous développons à l'échelle plus interne, comme celui que vous voyez à l'écran, pour assurer la sécurité psychologique en contexte pédagogique de nos apprenants. Et nous développons donc des outils maison qui nous servent également pour mieux former nos professeurs et enseignants à développer la simulation. Maintenant, qu'en est-il de la complémentarité entre les stages et la simulation? Tout récemment, l'Association canadienne des écoles en sciences infirmières a développé un rapport qui va paraître sous peu. Donc aujourd'hui, je fais un scoop en vous présentant certaines données qui ne sont pas encore publiées, mais qui sont en train de l'être. Et c'est une revue de littérature de Madame Kepic, qui fait partie de notre comité scientifique canadien, qui montre à quel point les expériences peuvent être comparables, mais tout de même différentes. C'est d'où l'importance de la complémentarité. Donc, je vous donne quelques exemples rapidement. Une expérience en contexte de stage est bien sûr imprévisible, peut dépendre du contexte dans lequel on se retrouve. Elles peuvent être inéquitables aussi en fonction de l'exposition des apprenants, contrairement au stage où on peut beaucoup mieux baliser les expériences qu'on va vivre et les rendre plus uniformes et standardisées.
Au niveau des apprentissages, on a également des comparaisons qui sont intéressantes. Donc, en stage, on va être beaucoup plus près du réel. On est dans un degré de réalisme plus important. Toutefois, on a un cadre qui est moins, qui peut être moins prévisible et qui peut rendre l'apprentissage parfois plus difficile dans des contextes plus complexes. Donc, la simulation peut venir pallier à certains besoins et même apporter une complémentarité intéressante pour prioriser dans un cadre prédéfini certains soins, favoriser la gestion du temps dans des conditions qui sont plus réalistes pour un apprenant, des pratiques de compétences plus spécifiques dans un contexte donné. Donc, le fait de travailler en complémentarité apporte vraiment une belle richesse. Maintenant, qu'en disent les différents organismes qui balisent nos différents programmes de formation? Donc, je pense ici à l'Association canadienne des écoles en sciences infirmières, l'Ordre des infirmiers et infirmiers du Québec qui ont également leur mot à dire. Mais en fait, je vais commencer par partir des Américains. Donc, les Américains sont beaucoup plus avant-gardistes que nous sur ce point. Et ils ont développé, entre autres, une étude de Hayden qui nous a suscité beaucoup de questionnements où on a découvert en 2014 qu'on pouvait remplacer jusqu'à 50% des heures en stage par de la simulation. Quelque chose qui est quand même fascinante. Il y a d'autres études qui ont suivi, qui ont également apporté des comparaisons intéressantes et cela a inspiré beaucoup l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières. Donc, en 2007, cette association a développé un avis qui est maintenant fait l'objet d'une révision dans laquelle j'ai la chance de faire partie du comité scientifique. Et de plus en plus, les preuves nous mènent à l'importance de baliser et surtout d'assurer la complémentarité entre les deux modalités. Et nous allons tendre vers ce que les États-Unis nous proposent et aller jusqu'à proposer 50% de remplacement d'heures de stage également par la simulation. Mais nous sommes toujours en pourparlers, nous ne sommes pas arrivés encore à une entente. Mais je vous le dis tout de suite, il va quand même y avoir une évolution vers cela. Qu'est-ce que nous permet la complémentarité et surtout l'équilibre entre la simulation et les stages? Bien, c'est surtout de développer les compétences que vous avez à l'écran. Donc, la pensée critique, la prise de décision clinique et les compétences, évidemment, pratiques ou procédurales. Mais pour ce faire, il faut absolument qu'il y ait des conditions qui soient gagnantes et réunies pour assurer l'équilibre entre les stages et les simulations. Et vous avez à l'écran quelques suggestions. Donc, une reformation reconnue pour les personnes qui réalisent les stages et la simulation, une expérience et une expertise pertinente dans les domaines cliniques visés, des compétences relationnelles importantes pour accompagner les étudiants dans la rétroaction ou le débriefage, la cohérence pédagogique dans les objectifs d'apprentissage, un bon alignement entre les expériences d'apprentissage, les cours théoriques et le programme de formation et les bonnes pratiques en simulation qui doivent être respectées en tout temps, tout comme les bonnes pratiques en stage pour encadrer les apprenants. Les recommandations générales du rapport dont je vous scoop les différentes recommandations à venir sont les suivantes. Donc, on va suggérer de diversifier les modèles de formation, évaluer les milieux de stage pour qu'il y ait une bonne concordance pédagogique, avoir des formateurs qui sont certifiés au sein des différents établissements d'enseignement, déterminer les normes et les cohérences pédagogiques qu'il doit y avoir entre les deux types de formation, simulation et stage et créer une organisation de collaboration pour mettre sur pied ces différents éléments. Maintenant, parlons un petit peu de ce qu'on fait déjà. Alors, à l'École des sciences infirmières où je travaille à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, on a des cours de 3 crédits standards, donc de 15 séances, qui ont 30% de la matière qui est vue en contexte de simulation. Donc, un tiers de la matière qui est vue quand même dans des laboratoires pour les habiletés procédurales, mais également relationnelles et humaines qui font appel davantage aux facteurs humains. Donc, c'est quelque chose qu'on fait vraiment fréquemment. On a également des pratiques libres supervisées préalables au stage où on met les personnes en situation où il y a des risques majeurs pour qu'une fois arrivés en milieu de stage, ils puissent vraiment savoir comment être prêts pour faire face. On a également pour 10 journées de stage, 1 à 2 journées de simulation qui peuvent être ajoutées en complémentarité et on intègre de plus en plus la réalité virtuelle à nos différentes modalités de stage, notamment dans la préparation. Maintenant, je vous amène vers ce que j'appelle notre activité bonbon, donc ce qui nous fait vraiment vibrer comme simulationnistes passionnés comme moi. C'est la simulation immersive où on va retrouver à la fois des professionnels de la santé qui sont issus de la médecine, des sciences infirmières, la réadaptation, ergothérapie, physiothérapie, inhalothérapie, bref, tous les professionnels qui travaillent réellement en contexte réel dans les milieux cliniques qu'on a au quotidien. La première, c'est la simulation interprofessionnelle du code orange. Alors, je sais que vous en faites déjà beaucoup ici. Vous faites même intervenir les pompiers, parfois les policiers, la sécurité civile, la même chose chez nous. Donc, on fait des codes orange, une arrivée massive de patients où on arrive saturé sur le plan des ressources pour mettre les situations en ce contexte de simulation. Et on va à ce moment-là développer des différentes habiletés au niveau des facteurs humains pour la communication, la collaboration interprofessionnelle, le travail équipe et la gestion du stress. Donc, pour nous, ce sont réellement des situations d'apprentissage qui nous amènent à développer des compétences qui sont liées aux facteurs humains. On a également tout récemment intégré la simulation immersive gériatrique. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissez ces fameux costumes gériatriques immersifs.
sont extraordinaires. Donc, on a fait une étude récemment parce qu'on fait beaucoup de recherches en pédagogie de la simulation à notre centre et on a réalisé une étude qui a démontré une augmentation significative de sentiments d'empathie des professionnels de la santé lorsqu'ils faisaient un atelier à l'aide de ces costumes et qui permet réellement de développer ce sentiment-là auprès des aînés. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne pour développer la relation thérapeutique, les soins centrés sur la personne, la communication, la collaboration. C'est extrêmement porteur de sens pour les facteurs humains. Et je termine avec mon activité chouchou. Donc, la simulation interprofessionnelle avec comme thème porteur les changements climatiques. 14-15 avril prochain, nous réalisons une fois de plus cet atelier. Donc, on simule un cas de chaleur extrême combiné à un feu de forêt où les professionnels, médecins, infirmières doivent travailler en collaboration dans un espace-temps d'une 20aine de minutes pour accueillir une 15aine de patients qui arrivent dans une classe simulée d'une école primaire dans laquelle ils doivent intervenir auprès des sinistrés. Et là, on fait face à toutes sortes de challenges, de défis qui nous permettent de vraiment mettre en position des habiletés au niveau de la communication, de la collaboration, la vision systémique, le travail d'équipe, et c'est extraordinaire. C'est vraiment une occasion unique et c'est un sujet qui est extrêmement actuel. Vous serez d'accord, j'imagine, avec moi, avec les changements climatiques à venir. Je termine en conclusion avec les facteurs humains qui ont un impact déterminant sur la qualité des soins. On est tous d'accord, qu'on soit du Québec ou de la France, tout le monde est d'accord sur ce point. Les stages en complémentarité à l'assimilation peuvent être une solution vraiment gagnante pour développer différents types de compétences, on les a vus précédemment. Et certaines conditions et bonnes pratiques doivent absolument être mises en place pour assurer les conditions gagnantes à la réussite de ces deux complémentarités ensemble. Je laisse la parole à mon collègue pour la suite. Merci beaucoup.